Allez, bonjour Isabelle. Bonjour Aurélia. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation dans le magazine Dream Or pour parler d'entrepreneuriat et de spiritualité, et puis plus particulièrement de ce que toi tu mets en place par rapport aux jeunes, de ta vision en tout cas de ce qui existe et de vers où on va par rapport à l'école, par rapport aux jeunes. Et tu vas nous en parler un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es, Isabelle Servant? Alors, voilà, la question, dire qui je suis, c'était vraiment compliqué. Mais disons, au niveau du parcours professionnel, actuellement, je suis donc auteure de livres de développement personnel pour les jeunes. Il n'y avait pas grand-chose pour eux et je me suis dit qu'il était temps vraiment d'investir la question et de leur donner des clés que moi, j'aurais aimé connaître à leur âge. Et puis, voilà, des clés qui leur serviront toute leur vie. Il y a tellement d'adultes qui se posent des questions, mais finalement, on n'investit pas trop la question au niveau des enfants et sûrement pas trop au niveau de l'école, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, j'ai écrit 2 livres, juste pour les montrer rapidement. Il y en a un, le premier s'appelle 30 jours pour trouver ma voie à vivre mes rêves. Et le dernier bébé, c'est Reste à vie, vis tes rêves. Et puis il y en a 2 autres qui sortiront l'année prochaine. Un en janvier pour orientation de cœur. Et puis un livre en septembre sur l'école. Et avant cela, en fait, j'ai un parcours extrêmement atypique. J'ai plein de vies en une. Et je crois que j'ai écrit aussi ces livres parce que j'ai dû me réinventer plusieurs fois professionnellement pour me trouver et trouver ma place, trouver ma voie. À la base, j'étais professeure de l'éducation nationale et puis la vie m'a amenée aussi à partir aux États-Unis où j'étais professeure dans une université assez connue. J'ai fait plein d'autres choses en rentrant des États-Unis, mais j'étais complètement différente. J'avais un champ des possibles bien plus élargi et surtout j'avais besoin de sens comme jamais. Et donc, dans mon cœur, dans mon énergie de transmettre ou d'éduquer vers un monde meilleur, je me suis dit que l'école en France ne faisait pas son rôle. Et du coup, j'ai fondé une association qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation au début des années 2010 pour essayer de comprendre ce qu'était l'école de par le monde. Parce que je connaissais un système scolaire français qui avait déjà une forme et un fond, des objectifs, et puis le système scolaire américain qui était déjà différent. Et de ces 2 différences, ça permettait d'ouvrir un grand champ des possibles. Et donc, j'ai investi la question de l'éducation dans le monde pour me poser la question, est-ce que nous sommes en train de construire un monde en paix via l'école? J'aspire à vivre dans un monde, j'ai toujours posé 4 adjectifs, sain, solidaire, pacifiste et heureux. Et en ce sens, voilà, je considérais que l'école a un rôle majeur à, à mener dans cette construction-là, puisque ce sont les adultes qui, normalement, actuellement dans notre format d'école, se posent la question de ce qui doit être transmis en priorité aux enfants pour construire ce monde de demain. Et voilà, du coup, j'avais une vision qui commençait à être élargie et je peux témoigner simplement que les formats d'école étaient très, très différents d'un pays à l'autre, avec des objectifs très différents d'un pays à l'autre. Peut-être qu'on en parlera. Et j'ai senti qu'à un moment, c'était la fin pour moi pour jouer mon rôle de faire changer l'école à ce moment-là, parce que l'école ne transmettait pas des fondamentaux, ce que je considère être l'essentiel. Et donc, j'ai décidé d'écrire ces livres pour les jeunes. Mais l'année prochaine, en septembre, sortira un livre de sens sur l'école. Je pose le projet de société avant, pour réfléchir à ce qu'on devrait transmettre aux enfants de nos jours. Voilà pour le parcours. Et alors justement, par rapport à toutes ces écoles que tu as pu observer à travers le monde, à travers ton association et puis ton ouverture, ta soif de découvrir d'autres possibles, est-ce que tu peux nous dire ceux qui t'ont paru les plus innovants, ceux sur lesquels tu aurais envie qu'on puisse s'appuyer, Ouais. peut-être, pour construire une autre école? Ça va pas être très original, honnêtement, mais ça va être la Finlande. On en parle beaucoup. J'y suis allée, j'ai passé 15 jours là-bas à visiter différentes écoles. Et encore une fois, j'ai fait plein d'autres pays, hein, même nordiques. Je suis allée en Suède, je suis allée en Islande, je suis allée aux Pays-Bas, mais c'est un peu plus en dessous. La Finlande a quelque chose de très particulier. La première chose, c'est déjà qu'elle investit énormément la formation des enseignants. C'est-à-dire que les futurs enseignants commencent leur formation pour devenir enseignants juste après le bac,
après une sélection qui est absolument draconienne, il y a 1 à 3% qui réussissent à rentrer dans cette formation, pas simplement sur des connaissances, mais vraiment sur des savoir-être, c'est-à-dire une posture d'accompagnement de l'enfant saine, dans la communication, dans la confiance en soi, dans le regard sur l'enfant et dans la relation aux autres. Et puis, pendant 5 ans, il y a une formation à tous les niveaux pour le métier d'enseignant. Pour moi, qui était enseignante de l'éducation nationale, et qui d'ailleurs est une classe sans avoir du tout de formation, parce que j'ai réussi le concours en candidature. Donc moi, j'ai une classe après avoir réussi le concours, mais de toute façon, actuellement, ils ont une classe après 1 an de préparation au concours, en master 1 en général, donc ils sont très très peu formés, très peu ont fait forcément par avance une licence en éducation, en sciences de l'éducation. Donc une toute petite formation, alors que le métier d'enseignant est sûrement, à mon sens, le métier le plus engageant au monde, parce qu'on est face à 25 ou 30 enfants qui sont en train de se construire et qui sont diplômés élevés quand on est un élève, c'est parce qu'on les élève. Et donc, il y a une responsabilité, on sait très bien le regard que porte un adulte sur un enfant va aider l'enfant à se construire. Il y a une responsabilité gigantesque et dans l'apprendre à apprendre, c'est toute plein d'outils pédagogiques pour essayer de voir comment l'autre apprend. C'est pas parce que j'entends que je comprends et que je mémorise. En fait, être enseignant, c'est un métier extraordinaire, mais extraordinairement compliqué aussi, parce qu'il y a d'enfants très différents. Et actuellement, on a une école qui est très inclusive, ça pourrait paraître bien. Et en même temps, les enfants sont tellement différents que plus on en a, plus c'est compliqué. Et encore une fois, il faut être extrêmement bien formé. Donc sur ce point-là, la formation, la sélection et la formation des enseignants est juste le must, déjà. À la base, c'est des bons enseignants si on prend ce rôle enseignant-enseigné. Après, maintenant, il y a des nouveaux formats d'école. Mais si on reste sur une école plus traditionnelle, c'est déjà avoir une excellente formation. Et la deuxième chose que j'ai absolument adorée, j'en aurai peut-être une troisième, mais c'est surtout qu'ils posent d'abord un projet de société pour créer leur nouveau programme. Donc maintenant, c'est en 2016, moi j'ai été allée les voir en 2013, fin 2013. Pour leur programme de 2016, eh bien, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on doit leur transmettre à nos enfants, quelles sont les priorités, et encore une fois, pour eux, c'est vraiment une vision globale, c'est-à-dire que la tête, le corps, le cœur, les mains, il y a vraiment une vision holistique de l'enfant, ça c'est assurément dans tous les pays nordiques d'ailleurs. Et la première finalité d'école, c'est le bonheur, s'épanouir et être bien. Mais donc, ils ont posé un postulat de la société dans 20 ans et de quoi les enfants ont-ils besoin pour dans 20 ans. Donc, il y a la coopération, l'autonomie, la capacité à penser différemment. Donc, tout ce qui est créativité, parce qu'on a un problème, il faut le voir sous différents angles pour pouvoir le résoudre. La capacité à terminer les tâches, la capacité à prendre soin de sa santé, à gérer son stress. Et en fait, c'est tout intéressant parce que ça paraît du bon sens, mais ce qui paraît du bon sens n'est pas pour tout le monde de toute évidence. Je trouve qu'en France, notre faiblesse, c'est vraiment de ne pas avoir de vision pour notre société et pour notre humanité. Il n'y a pas de direction claire à suivre. Donc finalement, on part de maintenant et que transmettre, eh ben, on ne sait pas trop. On a des évidences parce qu'il y a des problèmes qui ont été clairement identifiés comme une inégalité en France. Mais mis à part ça, on peut aussi faire la différence entre la psychologie positive, psychologie qui résout des problèmes, psychologie positive qui fait partir des solutions des personnes qui sont heureuses ou des organisations qui sont heureuses en essayant de les modéliser. Et donc là, c'est peut-être avoir une vision. Comme quand j'étais en Finlande, c'est vrai qu'ils avaient commencé à identifier les critères qui faisaient qu'une école était saine, qui réussissait à faire réussir. Et les résultats sont bons dans les enquêtes internationales telles PISA, c'est l'enquête internationale classique en matière d'éducation au niveau international. Mais surtout, on voit plutôt des enfants qui sont bien à tous les niveaux, à mon sens. On valorise les gens qui ont des intelligences kinesthésiques et manuelles. Il y a des travails sur les émotions. On va beaucoup dehors, il y a beaucoup de sport aussi, il y a beaucoup d'entraide. Moi, c'était très inspirant à ce niveau-là, parce qu'ils se posent des questions de sens, de bon sens.
avant de poser leur programme, se sont dit, par exemple, le rôle de l'enseignant est en train d'évoluer. On le sait, il y a Internet, il y a des ressources. Donc, ce qu'il faut actuellement, c'est éveiller nos enfants à développer leur esprit critique, à une lecture critique des médias, à avoir la capacité de choix, de sélectionner. Ils ont le choix de regarder ou de pas regarder quelque chose. Est-ce que ça te nourrit émotionnellement ou pas? Et voilà, il y a vraiment se réhabiliter et aider chacun à être responsable de sa vie, engagé, heureux et bien avec lui-même, les autres et le monde. Et je trouve que pour le coup, la Finlande s'est posé plein de questions qui me paraissent fondamentales, à tenter d'y répondre et à poser l'école, à à recréer entre l'école et la société un véritable lien. Et même le lien entre l'école et le projet d'humanité. Ça, c'est un projet de société, de leur société, projet d'humanité. C'est très inspirant. C'est très inspirant parce que quand on se pose des questions, quelle est la vision? Tout à l'heure, tu me demandais avant qu'on commence cette interview, qu'est-ce que j'étais en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me motivait à mettre toutes ces actions. Et j'ai clairement posé des adjectifs pour moi dans ce que je veux devenir, cette personne que je veux devenir. Je veux pouvoir mourir en me disant, j'ai incarné mes rêves, mes idéaux, mes valeurs, la personne que je voulais être. Et donc, tous les jours, j'essaye d'incarner un peu tout ça. Et c'est clair sur les mots qui me portent en termes de projet de société, en termes de projet d'humanité. Je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de co-construire un monde sain, solidaire, pacifique et heureux. Pour moi, c'est absolument pas utopique, c'est juste très pragmatique. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour construire ce monde? Et moi, ça passe par des livres, par des conférences, par des stages, par des accompagnements, par partager un regard peut-être un peu différent parce que j'ai eu ce regard sur les écoles du monde et que par ailleurs, je vois chacun avec un potentiel fabuleux et qu'il appartient maintenant aux adultes ou à ceux qui peuvent d'accompagner les jeunes et les moins jeunes. Et moi, c'est vrai que c'est les jeunes à révéler ça, à leur donner suffisamment confiance et suffisamment les outils concrets, pragmatiques pour passer du rêve à la réalité et incarner à la fois ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et pour le monde. Et est-ce que tu as eu l'impression d'un déclic pour devenir entrepreneur, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours eu ça en toi, cette capacité à te connecter à une vision qui fait que ça te porte et que ça te permet d'être dans un élan créatif, dans une action inspirée? Alors, je dirais que peut-être j'ai l'intuition que ça a toujours fait partie de moi, quelque part. Maintenant, poser des mots dessus et être aussi clair sur ça et aussi avoir la capacité à pouvoir le partager sans en avoir honte, parce que c'est des mots qui sont pas faciles, on se prend facilement pour un idéaliste ou pour quelqu'un de perché ou peu importe. Et le fait de dire non, moi c'est ce que je veux et si vous regardez mon parcours, il est ultra pragmatique. J'écris des livres, je donne des conférences, je vais dans le sens qui est important pour moi. Mais j'ai le sentiment que cette question de sens, elle est vraiment importante et cette volonté d'incarner mes valeurs. Je me souviens que très très petite, je comprenais pas le monde dans lequel je vivais, dans le sens où je voyais beaucoup d'injustices, quand j'étais enfant, on parlait beaucoup de la famine dans les pays d'Afrique. On en parle beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, il y avait des vidéos. Je me dis, mais comment c'est possible que les adultes n'aient pas investi cette question de partage des richesses, de s'entraider? On a tellement d'abondance dans certains pays et tellement de souffrance dans d'autres. Et même dans notre pays, je suis vraiment très très mal à l'aise. À chaque fois que je croise un SDF dans la rue, je me dis, mais comment, avec toutes nos formes d'intelligence, comment toutes nos formes de créativité, que ce soit les adultes ou les jeunes, on n'a pas réussi à trouver des solutions, une forme d'organisation qui nous permette d'inclure et de redonner sa dignité à chacun. Donc, je pense que ce questionnement-là, existentiel, presque, est depuis toujours. Mais actuellement, j'ai trouvé on va dire, ça fait quelque temps déjà, j'ai trouvé ma singularité, ma voix, qui me porte à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
et de tout ce qui nous dit. Et je pense qu'à chacun de nous, quand on se reconnecte à son cœur, en fait, on sait ce qui est vraiment important comme valeur, comme sens. Après, il y a deux choses. C'est le courage et la force, évidemment, d'énergie et de ressources pour avoir envie d'avancer. Et la deuxième chose, c'est comment je fais. Et comment je fais? Eh bien, je vais m'accompagner des personnes qui savent, ou des personnes qui ont déjà fait. Moi, un des conseils que je donne aux jeunes, c'est tu veux être ça? Eh bien, regarde comment un autre qui l'a déjà fait, l'a fait. Pas la peine de réinventer la poudre à chaque fois. Mis à part quelques projets hyper innovants, et dans ce cas-là, va voir les gens qui ont cassé les codes, qui ont changé de paradigme. Il y en a déjà qui ont fait cette étape, comment ils ont fait, ce qu'ils ont traversé, quel est leur état d'esprit. Et sinon, si c'est un projet qui a déjà quelque part été vu ou connu en fonction de ce que tu as, va chercher l'inspiration. Et toi, va chercher les ressources qui vont te permettre de passer du rêve à la réalité. Et pour l'énergie aussi, c'est toi du bien, monte ton niveau d'énergie, rencontre des personnes inspirantes au départ. Si tu n'as pas d'idée, rencontre des gens qui vont t'inspirer, qui vont te montrer que c'est possible, et comment ils font. Et après, quand tu es entouré suffisamment d'énergie comme ça, tu as le courage de passer à l'action. Tu te sens moins bizarre aussi quand en fonction de ce que tu fais. Et actuellement, il y a tellement de personnes qui sont dans cette énergie de vraiment vouloir être en cohérence avec leurs valeurs, avec leur cœur, avec leur vision. Et ça devient beaucoup plus confortable il y a quelques temps. Il suffit de changer des mots. Hein. Franchement, quand on est en fonction de ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on fait, c'est la communication. On peut toujours dire la même chose avec des mots différents, toujours se respecter, mais avec des mots différents en fonction de ce que l'autre peut entendre. Et si l'autre ne l'entend pas, c'est qu'il n'avait pas à l'entendre. Tu as répondu un petit peu à la question suivante que je voulais te poser sur les jeunes. Justement, c'est comment on peut les accompagner. Alors, tu dis les encourager à aller rencontrer des personnes inspirantes ou des personnes qui ont déjà suivi un chemin et à modéliser un petit peu ce qui a déjà été créé. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour les aider à sortir des métiers existants aussi, tu vois, parce que finalement, on leur propose, beaucoup à l'école aussi, on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On les emmène sur les forums des métiers où c'est quand même c'est des trucs qui existent déjà et qui ne sont pas forcément les métiers de demain. Comment est-ce qu'on peut les accompagner ou les aider à dire qu'ils peuvent créer autre chose, y compris l'idée de métier qui est plus tellement valable. Alors, la première chose qui me vient, c'est que ça reste quand même de leur faire confiance. Parce que il y a souvent, pour la plupart des jeunes, une pression scolaire, familiale et sociétale qui les emmène à rechercher soit la sécurité financière, soit l'argent, qui n'est pas la même chose, mais c'était la même chose, mais ici, c'est soit la sécurité, soit c'est le prestige et le luxe, etc., soit la reconnaissance. Être reconnu, et ce que je disais, j'ai donné une conférence sur ça, donc samedi, comment aider les jeunes à trouver et prendre leur place. Et le premier conseil, c'était ça, de leur faire confiance, en fait. Quand un enfant est tout petit, on l'aide, on l'accompagne pour marcher. Enfin, on l'accompagne pas. On laisse faire ses premiers pas et on est sûr qu'il va marcher. Moi, on a un bon handicap, on est sûr qu'il va marcher. Cette confiance-là qu'il faudra essayer de retrouver dans le potentiel de l'enfant, qui a déjà un parcours, qui a déjà commencé à avoir une personnalité, une singularité, des résultats scolaires. Et donc, il y a un regard qui est déjà très limitant, à mon sens, de la part des parents, de l'école. Mon rôle quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment simplement de l'écouter. Moi, je vois chaque personne comme merveilleuse. Donc, c'est déjà acquis, c'est ce que je l'ai dit. C'est super. Et il faut que c'est sincère. Pour le coup, il semble bien que c'est vrai. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, en fait. Et après, c'est juste de dire, moi, je montre souvent les 4 zones de compétences qui avaient été inspirées de Gay Hendricks, du livre Le Grand Bond, de Biggie, et Christine Lewicki dans Wake Up, qui étaient les 4 zones de compétences. La première étant la zone d'incompétence, la deuxième, la zone de compétence. Une zone d'incompétence, c'est tout ce qu'on ne sait pas faire. C'est la majorité. Zone de compétence, c'est tout ce qu'on peut faire, mais quelqu'un d'autre pourrait faire pour nous.
Zone d'excellence, c'est on fait mieux que les autres. Zone de génie, c'est là où on a trouvé notre singularité. Et donc, je les amène à se reconnecter dans toutes les réponses qu'ils vont faire. C'est pas la peine de faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire à ta place. Autant chercher les zones d'excellence, là où tu apportes une vraie plus-value. Gagner de l'argent, c'est aussi apporter de la plus-value aux autres. C'est très altruiste, on ne pense pas. Et puis, la zone de génie, où vraiment, il n'y a que toi, c'est ta singularité. Et donc, je vois que mon accompagnement, pour un parent, c'est la même chose, c'est de dire, vraiment les écouter, en quoi es-tu différente finalement? Qu'est-ce qui te singularise? Pourquoi on vient te chercher? Écoute-toi. Et souvent, les jeunes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le voient pas forcément parce que c'est tellement naturel pour eux. Là, j'ai eu un petit jeune où c'était un accompagnement par rapport à la photo. Et je sentais, quand il me disait qu'il y avait quelque chose d'important, et il me disait, ben oui, j'ai pas bien réussi, en fait, j'étais décalée par rapport aux autres parce que moi, je faisais quelque chose pour retoucher les photos bien plus vite que les autres. J'avais terminé avant les autres. Et parce qu'il disait c'était ma passion, je faisais ça en dehors de l'école. Et en fait, petit à petit, en avançant, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait un regard très différent. Il adorait le sens du détail. Et c'est l'une de ses qualités, c'était ça. Donc, il suffit d'écouter, d'observer, de le noter ensemble, de voir tout ce qu'il fait. Finalement, la singularité de chacun. Moi, je vois la biodiversité, c'est quand toutes les formes de vie qui permettent à la vie d'émerger. Au niveau d'un pays ou d'une nation, c'est la diversité et complémentarité des talents et des potentiels. Donc, si on dit diversité et complémentarité, ça veut dire à chacun de trouver sa couleur, sa musique. Moi, j'appelle ça aussi sa signature professionnelle, sa plus-value professionnelle. Et pour ça, il y a plein de choses que l'on peut faire, mais juste déjà écouter chacun fait. Il faut avoir confiance dans le fait que ce soit juste. Et après, effectivement, je l'ai remis sur la dernière clé, c'est au-delà de modéliser, c'est de s'inspirer, de s'entourer des bonnes personnes, d'oser aller chercher les ressources. Et pour le coup, là, les parents doivent vraiment, peut-être pas les parents, ne pas s'occuper de quelqu'un d'autre, en tout cas de l'entourage, être vraiment très pragmatique, il y a cet objectif, comment on le fait concrètement. Et c'est cette idée d'être cohérent entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Moi, j'accompagne beaucoup de jeunes et ils veulent être ceci et ils font rien du tout. Alors moi, je donne vraiment 2 cercles et ils font absolument rien pour. Je veux être footballeur pro et j'ai aucun problème avec le footballeur pro, même si à peu près la moitié des garçons veulent le faire actuellement. Et en plus, on est en période de mondial, donc on va encore exploser les chiffres. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais pour, est-ce que tu allais interviewer, est-ce que tu sais comment on devient footballeur pro? Est-ce que tu as conscience de l'entraînement? Est-ce que c'est simplement faire du football? Ou il y a de la muscu, il y a une préparation mentale? Comment on devient footballeur pro? En fait, il passe du rêve à la réalité. Il y en avait un qui m'avait dit, je vais être humoriste comme Gad Elmaleh. Je lui avais dit, mais tu fais quoi pour être humoriste comme Gad Elmaleh? Et il me disait, bah rien. Tu pourrais faire tes propres sketchs, tu pourrais faire des trucs sur YouTube, faire un one-man show, prendre des cours de théâtre, regarder comment on devient humoriste, trouver ton propre style. Et en fait, c'est l'idée de vraiment faire coïncider les 2 cercles. Tu sais, je vais être footballeur, mais je parle à mes copains, je vais à l'école. Ton rêve est très très loin de s'incarner en fait. Et peu importe le projet qu'on a, il faut le nourrir. Ça va changer. Moi, je suis plutôt du genre à ne jamais briser le rêve de quelqu'un en disant c'est pas très sérieux, c'est pas très réaliste. Mais par contre, dans l'idée de très pragmatique. Ok, très bien, mais j'apprends plutôt à être responsable et créateur de sa vie de manière très pragmatique. Et effectivement, peut-être qu'il peut y avoir un accompagnement qui n'existe pas, avoir envie de le créer ou de connecter à des gens qui sont sortis des cases et des moules, par des rencontres, par des vidéos, par des citations. J'adore mettre des citations partout, sinon, dans la maison. Des trucs qui boostent, peu importe laquelle, en fonction de la couleur de l'enfant, est-ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là. J'allais dire une dernière chose, qui est vraiment important, c'est ne demandez pas forcément aux enfants de faire quelque chose que vous-même, vous n'avez pas fait. C'est-à-dire que c'est important d'être cohérent. J'ai du mal toujours avec les gens qui disent tes rêves avec l'adulte, ce n'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas de... Ça reste très théorique. Parce qu'il n'y a pas de modèle, en fait, pour l'enfant. L'enfant apprend en modélisant.
les gens qui lui sont le plus proches, en fait. Et je trouve que c'est important quand on dit quelque chose à un jeune, quand on le conseille, c'est important aussi de l'incarner. Donc, je trouve qu'il est important que les parents essaient aussi d'incarner leur propre bonheur. Ils veulent que leurs enfants soient heureux. Le côté sacrificiel est sûrement peut-être à un moment été nécessaire pour certaines personnes, il l'est encore, mais il y a toujours une capacité, une petite possibilité pour soi-même changer quelque chose dans sa vie et accompagner en même temps l'enfant à se révéler et être heureux quand ça passe dans la société. J'aime bien cette cohérence des parents aussi, une tentative de cohérence. Je conseille. Merci beaucoup Isabelle pour ton partage, pour ta vision sur l'école, sur les jeunes, sur les infinies possibilités pour eux, pour nous, pour notre humanité. Je vais juste peut-être te dire une chose, parce que je pense que ça peut être intéressant pour tes auditeurs. C'est qu'actuellement, je suis en train de monter un projet qui est d'identifier tous ces jeunes qui sont entrepreneurs. J'ai créé une association qui s'appelle Prends ta place. Oui. Pour l'instant, est à l'échelle de la France, et le projet se dupliquera dans d'autres pays, et qui est l'idée de donner aux jeunes des modèles inspirants de leur âge pour montrer que c'est possible. Donc, dans toutes les catégories des jeunes auteurs, il y a des gens qui ont écrit des livres et qui ont publié des livres très très jeunes, à 14 ans. Il y a même une ancienne jeune fille qui avait été publiée à 11 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans ou plus. Des inventeurs, des entrepreneurs, créateurs d'entreprises, c'est un peu compliqué en France, mais il y a des jeunes qui l'ont fait, à peu près vers 16 ans, qui se sont engagés en politique ou qui ont créé des projets humanitaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier toute cette jeunesse qui actuellement est acteur, créateur de leur propre entrepreneur, de leur propre vie, mais aussi de la société et du monde de demain. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Dans ces contacts, les gens qui m'écoutent, ils ont identifié des jeunes qui sont dans cette couleur-là, dans cette énergie-là. Ce n'est pas forcément des projets sur la planète, mais au moins qui ont déjà investi leur propre vie, qui sont acteurs, ils vivent leur rêve, c'est important, et du coup, ils sont heureux, ils sont épanouis, et voilà. C'est ce genre de jeunes que je veux vraiment identifier, et que ces jeunes-là aident d'autres jeunes à passer à un autre niveau, justement, être plus acteurs et créateurs, entrepreneurs de leur vie. Donc, si, voilà, les auditeurs ont des jeunes autour d'eux, encore une fois, toutes catégories confondues, je veux bien qu'ils m'envoient toutes les infos, parce que ça va être... il y a des vidéos, c'est super de les avoir. Si ce sont des jeunes qui n'ont encore rien publié, on les interviewera. Mais il est temps maintenant de donner leur place aux jeunes. 33% de jeunes, 100% d'avenir. Dans tous les cas, ce sont eux qui vont continuer et sûrement réorienter notre projet de société d'humanité. Il est temps de leur faire confiance, de leur donner leur place et de les guider. Merci Isabelle. On mettra tous les liens avec ton article. De toute façon, on fera un petit encart parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment important ce que tu viens de nous partager. Donc, on va le mettre en visibilité pour que ton appel soit entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Salut.